Bonjour. C'est pas facile de parler de l'avenir quand on n'est pas devin, voilà. C'est pas mon métier. Je me suis dit, Irma, où es-tu? Mais bon, je me suis dit aussi que l'avenir, c'est demain. Donc c'est un petit peu aujourd'hui, surtout dans ces moments de transformation, on peut dire un peu de mouvement qui préoccupe notre profession. Donc tant au niveau national, sociétal, surtout sociétal quand même, il y a eu quand même pas mal de mouvements ces 2-3 dernières années qui nous ont, à titre individuel très certainement, touchés, mais à titre professionnel beaucoup. Et je vais plutôt m'occuper de cette affaire-là. J'ai retrouvé une phrase de Machiavel, n'y voyez pas affaire machiavélique, mais qui disait, parce qu'à propos de la politique, donc en le paraphrasant un peu, on pourrait dire que, en introduction, que si tout n'est pas psychologique, il parlait donc de la politique, la psychologie, quant à elle, s'intéresse à tout. Les champs des possibles de nos investigations sont immenses, sont vastes, sont multiples, sont variés, de l'éducation nationale au début et la psychiatrie, puis le travail, qui ont été nos premiers domaines de compétences. Ces dernières années, on peut retrouver dans les psychologues dans des champs extrêmement variés. Enfin, moi, j'en ai découvert aussi depuis ma présidence de la fédération, notamment le champ des transports, que je connaissais mal, la psychologie des transports, bien sûr la récupération des points de permis, c'est une chose, mais aussi la SNCF, la RATP, accompagner les chauffeurs de train du côté de Calais quand il y a des migrants qui viennent se jeter sur les rails. Donc voilà, c'est cette psychologie des transports que, en tout cas, je méconnaissais complètement, mais on peut en retrouver plus facilement dans des domaines qu'on connaît mieux aujourd'hui et qui sont d'actualité, les violences conjugales, l'accompagnement sportif de haut niveau. On a beaucoup entendu parler au moment des Jeux Olympiques des psychologues qui accompagnaient de grands sportifs. Le fait d'accompagner l'humain à tous les âges de la vie, de la maternité, j'oserais dire, à l'EHPAD, mais aussi dans toutes ses difficultés, de la maladie, du handicap, de l'insertion professionnelle, de la difficulté à s'insérer professionnellement, du traumatisme, du deuil, des séparations, j'entendais ce matin aussi la question du divorce, bien sûr, nous permet d'être interpellés dans tous ces champs-là et évidemment régulièrement, régulièrement, voilà. D'une certaine manière, l'avenir pour les psychologues me semble, en tout cas, en pleine construction et en devenir. Je pense que ces dernières années, il y a eu vraiment un bouleversement, on pourrait dire, par rapport aux 50 premières années, si on date d'un peu plus loin que notre titre, où on était un peu assis dans des champs connus, qui étaient celui de l'école, bien sûr, comme je vous le disais, dans des champs comme la psychiatrie, où on s'est vraiment installé, où on a travaillé, où on a été visible. Mais les différents mouvements sociétaux nous ont vraiment amenés à intervenir dans des champs inconnus, enfin, pour nous au démarrage. Donc les psychologues ont pris place dans le temps, patiemment, tranquillement, mais toute la place. Il me semble que les psychologues ont su répondre aux besoins évolutifs de la société. On l'a pas mal entendu ce matin. Je le disais tout à l'heure sur le champ du handicap, jusqu'aujourd'hui, sur les questions de TSA, troubles du spectre autistique, au sein des troubles neurodéveloppementaux. On est un peu loin des premières acceptions du champ du handicap. De l'organisation du travail, qui était aussi les premiers champs, les premières compétences dans le travail, jusqu'aujourd'hui la souffrance au travail, l'épuisement professionnel. Je n'ai pas envie de dire burn-out. Dans le champ du traumatisme, des attentats, j'ai entendu ce matin aussi que même au sein de l'école, il y avait eu des réponses en 2015. Bien sûr, les psychologues ont répondu présent
tant à Paris qu'à Nice, dans les champs tout ce qui s'est passé autour du mouvement #MeToo. Du virage numérique, on pourra peut-être en reparler. Je pense que là aussi, même si les psychologues aiment bien le papier et le crayon, ils ont su, et en particulier pendant la crise sanitaire, on va le voir, s'adapter rapidement, vite, avec plus ou moins de bonheur parfois, plus ou moins difficilement parfois, mais en tout cas, ils ont mis en place très rapidement des réponses pour la population. Je dois vous dire d'ailleurs à ce sujet qu'au niveau de la FFPP, on avait un colloque le 28 mars 2020 sur la télépsychologie. Non seulement il a été annulé, bien sûr, mais c'était force est de constater qu'on était un petit peu dans l'actualité, un pied dans l'avenir, mais qui, du coup, était très présent. Bon, on a repris quand même tout ça en visio, bien sûr. Notre profession est malgré tout très jeune, plus jeune que cette école, en quelque sorte. Plus jeune puisque notre titre, la protection de notre titre, date de juillet 85. Donc 40 ans, c'est quand même très très jeune. Et c'est de temps en temps important de rappeler qu'on est jeune parce que souvent on se plaint, parfois on se plaint, de ne pas être assez visible, assez connu, assez reconnu. Mais on est jeune, donc on n'est pas tellement connu, en tout cas des instances de tutelle en particulier. Bien sûr, il y avait déjà des psychologues avant 85. La formation ici le dit bien. Et dans les différents champs dont on a évoqué, il y avait déjà des psychologues qui se formaient, il y avait déjà des enseignants-chercheurs, des professeurs de psychologie, certains de nos maîtres. Depuis 85, il y a eu quelques dates pour notre profession. J'en ai pas retenu beaucoup, je ne vais pas faire quelque chose de trop long. 2003, qui fait suite à la loi de 2002, dite loi Kouchner, sur les droits des usagers, qui instaurait notre obligation de s'inscrire sur les listes automatiques à délit. Alors en 2003, les psychologues ne se sont pas hyper précipités dans ce qui s'appelait à l'époque les DAS pour aller enregistrer leur diplôme. Voilà, selon les différents champs, en plus, comme on n'était pas hyper connus non plus, effectivement, les institutions hospitalières, éducation nationale, n'ont pas non plus exigé des psychologues en 2003 cette inscription à délit. Aujourd'hui, c'est un incontournable. Donc, les psychologues ont mis du temps, et de toute façon, majoritairement, on n'a pas un rapport très chaleureux avec l'administration, les papiers administratifs. Voilà, on n'a pas de phobie quand même, mais on n'est pas, on n'y va pas franchement. Donc ça s'est fait progressivement, et on peut dire qu'il y a eu un moment qui est 2010-2012 d'inscription à délit, mais qui était aussi un moment, si vous vous souvenez, pour ceux qui étaient dans ce champ à ce moment-là, 2010, premier décret sur le titre de psychothérapeute. Excusez-moi. Il fait chaud quand même, avec les lumières, ça fait très chaud. Un titre, alors, un décret pas venu complètement de nulle part, mais alors là, pour le coup, même si aujourd'hui on entend beaucoup ça, pour le coup, vraiment fait sans organisation professionnelle particulière et avec en tout cas aussi une méconnaissance profonde de notre formation et de notre cœur de métier. C'était à la DGOS, Madame Annie Poder, qui était responsable de ce décret. Décret qui, je vous le rappelle, nous demandait aux psychologues de refaire de la formation sur des grands thèmes comme les psychothérapies, la psychopathologie, des choses que, bon an, mal an, on étudiait pendant 5 ans. Donc il y a eu un mouvement des psychologues, un mouvement important, parce que les psychologues bougent quand on atteint leur cœur de métier. Donc en 2011, parce que ce n'était pas les mouvements aussi rapides qu'aujourd'hui, hein, le temps que le décret sorte, les vacances, qu'on se mette en route. Et donc en janvier 2011, un grand mouvement qui a fait qu'il y a eu une réécriture du décret qui nous a permis d'avoir en quelque sorte le même niveau d'incompétence
revendiqué que les psychiatres pour avoir ce titre de psychothérapeute. Parce que si on met des psychologues autour d'une table, même une journée d'études, sur que nous faut-il pour être psychothérapeute, il nous faudrait du temps pour en débattre. Et encore plus pour se mettre d'accord sur un décret. Donc on a fait au plus simple et on a demandé un peu ce même niveau d'équivalence d'accès au titre, avec notre titre unique, mais avec, pour ceux qui n'avaient pas une orientation clinique, d'avoir 500 heures de stage dans un établissement médical, social ou médico-social. Donc à ce moment-là, du coup, les psychologues ont senti que c'était peut-être important de s'inscrire administrativement sur ces listes qui ont vocation à connaître le nombre de psychologues sur le territoire en France. Donc en 2012, il y avait 41 000 psychologues, 41 323, qui se sont inscrits qui étaient inscrits sur les listes ADELI au niveau national. On retrouve 10 000 hospitaliers, tout petit peu arrondi, et 10 000 libéraux, mixtes. C'est-à-dire que pour avoir une activité libérale et autre chose. Donc on voit que l'essentiel se trouve dans d'autres associations, l'éducation nationale, pourquoi pas, les PJJ, enfin des choses comme ça. En 2021, maintenant on parle beaucoup des chiffres sur les psychologues. À cette époque-là, en 2012, on ne les connaissait pas, mais maintenant on a tous accès au site de l'adresse où on a les chiffres. On retrouve sur ce site-là 78 197 psychologues en janvier 2021. Chiffre véritablement surestimé. Et je voulais vous en dire un mot très rapide. Surestimé pour la raison que les psychologues, quand ils se sont inscrits, comme je vous l'ai dit, ils ont mis un petit peu de temps, mais ils ne se sont plus désinscrits. Voilà. C'est-à-dire que quand ils s'en vont en retraite ou qu'ils décèdent, eh bien, ils ne sont pas retirés des listes. Donc, depuis 2003, et disons 2010-12, il y a quand même pas mal de psychologues qui sont partis en retraite. Donc, on a bien tous les nouveaux, mais les listes ne sont pas actualisées, pas mises à jour. On peut supposer que, vraisemblablement, elles le seront peut-être en 2023, puisque vous savez qu'au premier trimestre 2023, on va changer de numéro. Je ne sais pas si c'est le numéro vraiment qui va changer, mais en tout cas, on va être inscrit, non pas sur ADELI, qui disparaît, il n'y a plus que nous en ADELI en ce moment, donc automatisation des listes en acronyme, mais sur le RPPS, registre professionnel partagé, registre partagé des professions de santé. Ça ne change rien sur notre formation, ça ne change rien sur nos parcours, c'est simplement qu'au lieu d'avoir un numéro qui change quand on change de département, on aura le même pour une carrière. Voilà. On n'aura pas à changer, à se poser la question, je suis à mi-temps là et à mi-temps là, à mi-temps dans le 92, à mi-temps dans le 93 ou le 75, et où je vais, on aura un numéro pour la carrière. Bien sûr, il y a professions de santé qui planent au-dessus et qui fait parfois peur un petit peu. Donc 78 197 en 2021, vous voyez que en 10 ans, on a presque doublé, même si on peut dire moins. Allez, bon, je suis mauvaise en chiffres. Enfin, ça fait moins que doubler. Il y avait 10 000 hospitaliers, même si on prend ce delta de la non-mise à jour des listes, on est à 16 300 hospitaliers et à 27 000 libéraux ou mixtes en 2021. Donc malgré tout, les psychologues occupent particulièrement le terrain des différents champs que j'ai évoqués jusqu'alors. On est présent. On est plus nombreux que les sages-femmes, moins nombreux que les kinés, et on est 4 fois plus nombreux que les psychiatres en libéral. Enfin, les psychologues en libéral sont 4 fois plus nombreux aujourd'hui en 2021 que les psychiatres en libéral. On n'a pas la reconnaissance des psychiatres dans les différentes instances, mais ça commence à venir quand même. On est dans différentes instances. Je vais vous parler des différentes dates, donc 85, 2003, 2010, 2012.
2023 l'année prochaine. 2020, un truc qui a un peu bousculé le monde entier, cette crise sanitaire qui, bien sûr, a eu des tas d'effets dans tous les champs, mais du côté de notre profession, a vraiment fait bouger les lignes. C'est-à-dire que d'un seul coup, dans les médias, particulièrement les journalistes, mais bien sûr la population, a eu affaire à nous. On a été interpellés tout de suite dans les hôpitaux, dès mars 2020, auprès des soignants. Pas toujours de manière très habile d'ailleurs, mais en tout cas auprès des soignants. Parce que finalement, les soignants, quand ils étaient au cœur du réacteur du service de réanimation, ce n'était pas forcément le moment, comme on le sait dans le champ du traumatisme par exemple, que ce n'était pas vraiment le moment de les écouter. Mais on sait qu'on les a écoutés. On les a écoutés parfois après, mais enfin, on a été là pour les écouter. On nous a beaucoup interpellés. D'un seul coup, les directeurs d'hôpitaux parlaient beaucoup des psychologues, quand même. Auprès des soignants, bien sûr, auprès des familles, qui, pour celles qui leur traitement était suspendu, pour celles qui ne pouvaient pas accompagner leurs membres de la famille en réanimation, mais bien sûr dans les EHPAD, etc. Donc oui, les psychologues ont été particulièrement présents pour la population. Et puis ensuite, il y a eu le moment de la crise et il y a eu le moment des effets du confinement d'abord et ensuite des effets de la crise, de l'incertitude, de on met un masque, on ne met pas de masque, on se vaccine pas, de tous les effondrements psychiques de certains. Quand je parle des effets, il y a eu aussi, dans la suite, les remises en question de ceux qui étaient restés 3 semaines, 1 mois et plusieurs semaines tous ensemble, donc, parfois pour le meilleur, parfois pour le pire. Donc des remises en question professionnelles, des remises en question conjugales, des remises en question familiales. Et les psychologues ont été là pour répondre aussi à la population dans ce champ-là. Dans le champ du travail, il y a eu aussi le basculement immédiat en télétravail. L'absence de limite, de temps, d'espace entre le privé et le travail. Donc, et on a été là encore, même souvent au téléphone, ou en visio nous aussi, pour répondre aux difficultés des personnes qui basculaient comme ça en télétravail. On n'a jamais été aussi visible qu'à cette période-là. Je ne peux pas dire que c'était heureux, mais tout de même, on peut penser que quand même, ça a eu des effets majeurs sur la visibilité de notre profession dans la société. Juste avant la crise sanitaire, il y a eu un comité stratégique psychiatrie et santé mentale qui était géré, dirigé par la ministre qui était Agnès Buzyn, la ministre de la Santé, et elle annonce en janvier 2020 un dossier que les psychologues ont beaucoup aimé, et la FFPP en particulier, je dois vous dire, en plaisantant, la question du remboursement des consultations de psychologie. En janvier 2020, on ne pensait pas que ça allait être un tel tsunami. Tout le monde trouvait ça de bonne loi, de bon augure, on reconnaissait les psychologues, les psychiatres se demandaient pourquoi on ne voulait pas faire nos études à la fac de médecine, on leur disait non, pourquoi on ne voulait pas être prescrit par les psychiatres, on leur disait non. On discutait tranquillement. Et puis, les travaux ont commencé, mais il y a eu ce mois de mars 2020 qui a fait que, effectivement, la donne a changé dans le rapport de force également, parce que nous n'étions plus demandeurs de la même manière. On nous demandait pour la population. Je vais vous épargner les différentes étapes et les allers-retours de ces 2 années de travaux avec le ministère, que la FFPP a mené conjointement avec le SNP, en tout cas jusqu'à l'automne 2021, puis seul. Il y a eu des allers-retours, il fallait les enfants, pas les enfants, il fallait que ce soit en maison de santé, pas en maison de santé. Quelque chose de nouveau, y compris pour le ministère de la Santé. On parlait donc, ma question était l'avenir des métiers pour les psychologues. Qu'est-ce que ça va changer, cette question du remboursement aujourd'hui ? J'ai envie de dire, bien malin qui le sait. Ça change pour la population et ça risque de bien changer pour la population et nos collègues professionnels.
nos collègues sages-femmes, nos collègues médecins généralistes, nos collègues psychiatres, nos collègues orthophonistes, qui jusqu'alors quand même faisaient pas mal de nos missions, remboursées déjà pour elles, eux. Nous, c'est elles un peu quand même, plus de 80%. Quelle visibilité la population aura davantage dans cette question du remboursement? Bien sûr, je peux parler et on peut poser des questions, mais sur le contenu strictement de ce remboursement, il y a un gap entre ce qu'on voit sur les réseaux, la communication du gouvernement et le réel des textes législatifs. Moi, je vous invite à aller voir du côté des textes législatifs pour voir le réel de ce remboursement. Vous serez à la source de l'information. Donc, voilà, les choses changent, excusez-moi. Ça nous invite, dans cette question du remboursement, à nous positionner avec d'autres professionnels du champ de la santé, pour le coup. Des professionnels qui, eux, sont remboursés, conventionnés majoritairement, sans possibilité d'être conventionnés et non conventionnés. Ça, c'est notre luxe, entre guillemets aussi, mais possibilité pour certains spécialistes d'être en tarif 2, enfin convention 2, je ne sais plus l'intitulé, dépassement d'honoraires. Donc de s'articuler aux autres et de comprendre que la sécurité sociale, la Caisse nationale d'assurance maladie, c'est une enveloppe financière qui dépend des cotisations de chacun, que cette enveloppe n'est pas un puits sans fond, qu'il faut respecter aussi les remboursements des autres, respecter notre travail, le temps de notre travail et le temps de travail des autres. Ça, c'est sur la question un peu du remboursement, qui est une question, comme vous avez pu remarquer, assez tendue. Sur l'avenir des métiers, à ce jour, on peut dire qu'il va falloir s'articuler avec beaucoup d'autres réflexions. La réflexion sur l'allongement des études, et les études, je crois que c'est le groupe juste à côté, juste après. Ça fait longtemps que la profession demande un allongement d'études, qu'elle réfléchit sur un allongement d'études, pendant que beaucoup de professions de santé sont passées de licence, enfin L3, à master. Nous, on est resté à notre DESS master. Et bien sûr, là où ils ont augmenté en salaire, nous, on est resté calme plat. L'articulation aussi, avec une réflexion sur l'inscription dans le Code de la santé, c'est une vraie question. Et j'ai envie de dire, vous avez aimé le remboursement, vous allez adorer l'allongement des études et le Code de la santé. Ça va nous donner du grain à moudre. L'articulation avec des questions de spécialité qui nous sont un peu propres, qui sont aussi européennes. La question du psychologue clinicien, qui derrière, quoi derrière. La question du psychothérapeute, ce n'est pas que en 2012, c'est la question qui se pose en Belgique, en Allemagne, articulée au remboursement. Ces articulations de réflexion avec celle sur le titre unique, qui est pour la FFPP un point fédérateur. L'articulation, bien sûr, avec l'évolution de la société, le numérique, on l'a vu, mais les exclus du numérique. Je pense qu'on est aussi bien à être dans des applications, dans des réponses en visio qu'auprès des gens dans la rue. Je pense que l'avenir de notre profession s'inscrira dans cette capacité qu'on a eue et qu'on a et qu'on aura à répondre aux besoins de la population, à nous tourner vers les citoyens sans se replier sur soi, mais en respectant nos valeurs et notre déontologie. Je vous remercie.